Eh bien, écoutez, bonjour à tous à nouveau. Je pense qu'on va pouvoir débuter pour essayer de ne pas trop être en retard non plus. Bienvenue donc à cette soirée de lancement GPS Obésité, qui est donc le projet d'Article 51 coporté entre trois régions, Hauts-de-France, Île-de-France et Centre-Val de Loire. Voici notre ordre du jour. Donc, on est encore une fois heureux de vous accueillir. On vous propose tout d'abord, pour permettre aux dernières personnes d'arriver, d'échanger avec vous rapidement le mot des coporteuses du projet, qui pourront partager avec vous, je pense, leur joie du lancement de ce projet après quelques années de travail et d'efforts. Ensuite, on vous fera une présentation du projet GPS Obésité, qui survolera l'ensemble des aspects, on va dire, qui font de la particularité de ce projet. Et enfin, on aura un temps de questions et réponses et un apéritif pour les personnes sur place. Pour les personnes à distance, il n'est toujours pas trop tard pour nous rejoindre. Voilà, on pourra échanger ici. Voilà. Bah, écoutez, je donne la parole donc tout d'abord à Monique Robon, qui se jette à l'eau pour se lancer. Et donc, Monique. Oui. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là en présentiel et en virtuel. Bonjour aussi, un petit bonjour spécial à tous mes amis des Hauts-de-France qui sont là. Et puis, je voulais vous dire qu'effectivement, c'est un grand bonheur de ce lancement d'un projet qui est un projet pour lequel, je crois, nous toutes, et ça faisait longtemps qu'on en rêvait, de pouvoir trouver une solution pour l'accompagnement précoce des personnes obèses et pour sensibiliser tout un territoire à cette problématique de l'obésité. Trouver une solution pour les personnes en situation d'obésité. Et puis, c'est une solution aussi pour les gens qui travaillent dans les CSO, qui sont désolés souvent de voir des personnes qui ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas le temps. Et la solution, elle se trouve dans le soin primaire, mais il faut encore les accompagner. C'est un petit peu l'objectif du projet qu'on va vous présenter. Donc, merci à tous. Et j'espère que vous participerez nombreux à ce projet. Et puis, merci à mes coporteuses et puis merci aussi à Thomas qui, lui, nous accompagne et nous supporte depuis maintenant bientôt 2 ans. Je passe la parole à Jocelyne. Merci Monique. Qu'est-ce qu'on raconte, Monique? On raconte que ça fait quand même 20 ans qu'on essayait de travailler ensemble et puis que ça aussi, c'est un rêve. Et que ce soit aussi pour moi l'occasion de dire bonjour et puis dire à quel point je suis heureuse d'accueillir toutes les personnes qui aujourd'hui sont avec nous pour le lancement de ce projet GPS obésité. Puis je voudrais dire comment dirais-je, un vrai merci à toutes les personnes à Saint-Robin qui effectivement nous accompagnent et toutes les personnes qui nous accompagnent tous les jours dans le déploiement du projet au niveau de la CNAM, au niveau des ARS. Et puis, je voudrais aussi dire merci à tous les représentants de la RS Île-de-France qui nous supportent dans tous les sens du terme. Hein. Qui nous supportent, ça fait 20 ans, dans toutes les péripéties du réseau obésité ronde en Île-de-France. Et puis, je voudrais dire merci à mes collègues. Je voudrais dire merci effectivement à tous les représentants des équipes pluriprofessionnelles qui, comme nous, ont à cœur de vouloir travailler ensemble de façon coordonnée, partagée, avec le patient au cœur du système pour améliorer la qualité de vie de ces personnes qui est vraiment pas facile. Et puis, j'espère que ce projet nous permettra de pouvoir, je dirais, améliorer, mieux soigner, faire venir vers les meilleures compétences ces personnes qui sont en difficulté et de plus en plus nombreuses, surtout en Île-de-France où vraiment l'histoire est une problématique régionale avec beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de particularités. Je vais laisser la parole, ou je vais donner mon micro
à Céline Joutot, qui est la coporteuse du Centre Val-de-Loire. Bonjour à tous. Donc effectivement, Céline Jouteux, donc coordinatrice du centre spécialisé d'obésité d'Orléans. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc ravie aussi d'être présente, ravie d'avoir intégré cette équipe parce que Jocelyne disait que c'était un long travail, mais effectivement ça a démarré depuis un petit moment. Alors moi je n'ai pas été là dès le démarrage, j'ai intégré le projet l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'un an. Et donc j'ai été très bien accueillie, merci. Et c'est vrai que c'est un très beau projet. Bon, sur la région Centre-Val de Loire, on a aussi un autre projet sur la pédiatrie qui est un peu similaire à GPS obésité. Donc j'ai les deux versants, les deux volets sur la région Centre. Merci aussi à l'ARS qui est d'un grand soutien pour notamment les systèmes d'information. Merci Dominique. Voilà, donc merci à toutes les équipes également qui sont présentes, je sais, en distanciel. Et puis, j'espère que l'aventure démarre bien déjà. Et je pense qu'on est une bonne équipe aussi, donc ça y fait énormément. Thomas, je te laisse la parole. Ah. Oui, je voudrais. Céline, elle a succédé à Claire-Émilie Olivier, et avec qui on avait démarré le projet initialement. Et je crois que si elle n'avait pas été là au départ, Claire-Émilie, si on n'avait pas été au départ à deux, je ne sais pas si j'aurais le courage de me lancer là-dedans. Mais Écoutez, merci beaucoup, mesdames. Est-ce que peut-être, Madame Robin, vous voulez avoir un petit mot aussi pour le projet? Tenez. Merci. Oui, je voulais dire que effectivement, j'accompagne ces projets depuis le début et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour le lancement. Et effectivement, bon, tout le monde sait que l'article 51 a commencé en 2018. Et en 2018, Monique est arrivée dans nos locaux avec Claire et Émilie pour nous présenter ses projets, les premières idées, pour concevoir le projet. On a été avec Natacha effectivement intéressés de cette proposition des maillages territorial d'abord, pour pouvoir proposer aux patients une prise en charge des proximités. Et pour cela, il fallait préparer le maillage d'abord. Et ça, c'était quelque chose qui nous a intéressés parce que ce n'est pas facile de convaincre les collègues, le professionnel, d'un projet comme celui-là, proposer un parcours qui est différent, qui intègre des prestations qui ne sont pas remboursées encore, et tout un projet, un outillage, etc., des professionnels. Mais après, ça a été aussi assez long parce que on a commencé plus ou moins au même moment. Donc, on peut dire, nous, au côté institutionnel, qu'on vous a accompagné jusqu'à ici, mais vous aussi, vous pouvez dire que vous avez été témoin du début de l'article 51 avec voilà, un peu les tentatives et erreurs qu'on a vues, et on a aussi appris avec les premiers projets et avec les premiers porteurs, dont les porteurs de GPSO. Et je voudrais dire que la force de conviction, c'est quelque chose qui va de pair avec la patience. Parce que, et je vous remercie d'avoir été vraiment très patiente, basée sur votre conviction que votre projet était vraiment très bien. Et vous avez su trouver d'autres ressources, d'autres partenaires. Donc, Grezmo nous a rejoints. Et puis, Claire-Émilie a laissé passer le bâton à Céline, qui a pris le relais très, très bien. Et on a vu, et après Thomas est arrivé,
et a donné une autre impulsion à ce projet qui a été très bien finalisé après. Et puis, voilà, vous êtes là. On est ravis, on est agréablement surpris de l'aboutissement de ce projet qui prend vraiment, qui semble maintenant sur des pieds vraiment très solides. Et moi, je suis confiante que ce projet va tenir ses promesses. Merci. Merci beaucoup, Sen. Allez, bah, écoutez, je vous propose d'avancer dans la présentation. Si j'y arrive. Donc, le mot d'éco-porteuse, on vient de le passer, pardon. Donc, pour rappel, et pour, voilà, c'est la photo que nous avons réalisée à notre premier comité de pilotage interrégional, ici même à Station F, mais de l'autre côté, sur l'autre balcon en face, dans cette salle remplie de Lego, où on se demande toujours qui est-ce qui les utilise vraiment, et de ce gros nounours. Donc, on cherche toujours l'utilité aussi, dans l'aspect créatif. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir ici, dans un des temples même mondiaux de l'innovation et de l'expérimentation. Donc, ça ne pourrait pas être un meilleur lieu pour ça. Et donc, vous avez pu découvrir, si vous ne les connaissiez pas encore, donc Jocelyne pour Gresmo en Ile-de-France, Monique pour Resto dans les Hauts-de-France, Céline pour le CSO et le CHR d'Orléans pour le Centre Val-de-Loire, Madame Seudrobin, évidemment, pour le ministère de la Santé et de la Solidarité. Et puis donc, votre humble serviteur ce soir, donc moi-même Thomas, chef de projet GPSO, et Ipti au fond de la salle, qui doit pouvoir faire, je pense qu'on te voit si tu fais coucou de loin, voilà, que vous aurez certainement en contact si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, rapide rappel sur ce qu'est un article 51 et dans quoi il s'inscrit pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières de cette terminologie, même si je pense que la majorité des personnes, en tout cas ici sur site, le sont. L'article 51 s'inscrit donc dans les 3 axes de la transformation du système de santé, c'est-à-dire placer le patient au cœur du système et faire de la qualité de sa prise en charge la boussole. Organiser aussi, et je pense que c'est une des verticales vraiment de GPS obésité, l'articulation entre médecine de ville, médico-sociale et hôpital pour mieux répondre aux besoins de soins en proximité, et c'est vraiment quelque chose de fondamental dans GPS obésité. Et enfin, repenser les métiers et les modes d'exercice. Et aussi, je pense que c'est un des éléments fondamentaux de GPS obésité. Alors, qu'est-ce qu'une expérimentation article 51 ? Donc, c'est un cadre expérimental, comme son nom l'indique, pour encourager, accompagner et accélérer le déploiement de nouvelles organisations en santé et de nouveaux modes de financement. Donc, je pense que pour les personnes aussi qui ne sont pas forcément encore très alertes sur cette terminologie-là, il faut bien entendre que ce sont forcément des nouvelles organisations et forcément des nouveaux modes de financement qui sont donc dérogatoires du droit commun, des remboursements traditionnels de la sécurité sociale. Pourquoi l'article 51 ? Parce que ça a été introduit par l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale de 2018. Et ça ouvre donc la possibilité de déroger à de nombreuses dispositions légales, et notamment, ce que je vous disais, au financement de droit commun. Alors, le projet GPS obésité. Pourquoi ce projet ? Donc, le projet s'inscrit dans plusieurs typologies d'enjeux. Donc, sur la vision la plus haute, ce sont des enjeux pour la santé publique. L'obésité est une problématique centrale en santé publique en France et à l'étranger. Je pense que c'est un secret pour personne. On a des taux de prévalence de l'obésité qui atteignent 17% de la population adulte en 2021, et dans les 3 territoires ou sous-territoires que l'on adresse, qui peuvent dépasser, si je ne dis pas de bêtises, 19%, voire même beaucoup plus dans les Hauts-de-France. Voilà. On a une prévalence de l'obésité sévère qui augmente encore plus vite, 2% en 2021, donc on est sur des courbes malheureusement en croissance et ascendante. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles ce projet existe, si ce n'est la principale. Pour les patients, l'obésité, c'est une maladie chronique et qui s'aggrave tout au long de la vie. Et c'est un des points d'ancrage de GPS obésité aussi. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, notamment à l'amorçage du projet, quand il a fallu rédiger le cahier des charges, les objectifs du cahier des charges, et puis ensuite, quand il y a toute une réflexion autour de la communication auprès des patients. GPS obésité n'est évidemment pas un régime miracle avec des publicités à la télé sur des plats récupérés en livraison, ce genre de choses. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont une considération de maladie chronique qui s'aggrave tout au long de la vie, pour stabiliser à minima
la situation de la personne, voire éviter, voire améliorer et baisser le poids. Un élément important, c'est que seuls 7,6% des Français ont consulté leur médecin pour des problèmes de poids la dernière année. Donc, quand on voit le différentiel qu'il y a entre la prévalence de l'obésité, et je n'ai pas parlé encore de la prévalence du surpoids qui dépasse, je crois, de mémoire, plus de 50% de la population, et le nombre de personnes qui demandent à leur médecin traitant, qui interrogent leur médecin traitant sur leurs problèmes de poids, il y a un delta, une différence qui est vraiment très importante, et c'est une des raisons d'être de GPS Obésité. Enfin, pour les professionnels, c'est une méthode de coordination et une reconnaissance de certaines interventions, notamment para- et périmédicales, autour de l'obésité, donc des professionnels qui font partie des équipes de GPS Obésité, que sont les diététiciens, les psychologues cliniciens, les éducateurs d'activité physique adaptée, pour ne citer que. Et enfin, c'est un ancrage territorial et une mise en lien de l'ensemble des acteurs du parcours, dans cette idée de coordination aussi, d'être toujours c'est un peu tarte à la crème maintenant à force de le dire, mais de mettre le patient au cœur et dans un parcours de vie et parcours de santé qui n'est pas juste le passage d'un silo à l'autre, hein, d'une expertise à l'autre, mais qui l'intègre dans sa vie, et donc de permettre aux professionnels de se coordonner sur un territoire. Donc, GPS Obésité, finalement, c'est quoi? C'est une prise en charge visible, suivie, dans la proximité et financée. Et c'est le meilleur résumé, je pense, qu'on puisse apporter à ce projet. Alors, les fondamentaux de GPS Obésité, je les ai évoqués rapidement. GPS Obésité, c'est un GPS. Donc, alors, vous allez rigoler, mais je ne me rappelle plus exactement gestion du parcours de santé obésité. Alors, autant pour moi, ça fait 2 ans que je suis dans le projet. Non, parce que le concept de GPS est tellement puissant que voilà. Donc c'est un GPS pour repérer précocement, guider et orienter la personne. Je parle au nom des médecins et des experts qui sont là, mais visiblement, une des problématiques centrales de l'obésité, c'est que la personne n'en a souvent pas conscience. Et donc, le repérage même de la personne en situation d'obésité, puis son inclusion, il y a tout le volet psychosocial de l'obésité, c'est-à-dire l'image qu'il y a derrière le poids, la prise de poids, l'obésité, qui font qu'il y a une vraie difficulté non seulement à repérer, mais ensuite à inclure les patients dans les parcours. Donc, c'est donc un parcours de santé, comme je vous le disais, géré et coordonné par une équipe de professionnels spécialisés. Et c'est important de le dire, et c'est en ça que c'est une approche qui est différenciante aussi par rapport à l'existant, notamment dans le droit commun. C'est une approche médico-éducative de proximité en ville, c'est-à-dire que c'était à tout un champ qui était pour l'instant pas directement adressé, en tout cas, par l'assurance maladie, et organisé donc avec tous les acteurs de santé, médico-sociaux, associations et collectivités territoriales. On reviendra sur cet accompagnement, donc cette approche territoriale. C'est une équipe et une coordination pluriprofessionnelle pour accompagner le patient sur une longue durée aussi. On verra que c'est un forfait qui se construit dans le temps. Les objectifs du projet, c'est donc d'améliorer, comme je vous disais, durablement la santé et la qualité de vie des personnes en situation d'obésité. Je pense que la notion de qualité de vie aussi, je parle au nom des coporteuses, mais je pense qu'elles me tiendront par rigueur. Au contraire, la notion de qualité de vie est vraiment primordiale, centrale dans le projet GPS Obésité et dans la prise en charge médico-éducative des personnes en situation d'obésité. Il y a un volet psychosocial qui est fondamental, qui est une des parts les plus importantes de la prise en charge, et qui fait donc partie, qui est au cœur de ce projet. Ça permet d'offrir aux professionnels de soins de premier recours les conditions organisationnelles, techniques et financières. Donc, encore une fois, que ce soit des professions qui n'étaient pas forcément, qui ne pouvaient pas bénéficier forcément de prestations remboursées ou de pratiques qui étaient aussi hors cadre, typiquement la coordination. Ça permet de couvrir ces pratiques-là, et donc leur permettant d'accompagner efficacement les personnes en situation d'obésité. Et ça permet de limiter à long terme la croissance de l'obésité sévère et les impacts médicaux et économiques de l'obésité. Il ne faut pas s'en cacher, c'est vrai que cette courbe qui ne cesse d'augmenter a des impacts sur notre système de santé.
Alors, GPS obésité en chiffres, donc le projet en tant que tel va concerner, on l'espère, 3050 patients à terme. Donc, il a été en tout cas prévu et budgété pour 3050 patients sur l'intégralité des parcours. Ça représente une prise en charge donc, qui est ventilée entre 3 régions sur 31 équipes pluridisciplinaires de proximité, de minimum 4 professionnels. On vous détaillera tout à l'heure. Donc, potentiellement, à minima, 124 professionnels concernés, mais on l'espère beaucoup plus. Donc 3 régions et 8 départements impliqués. Donc il faut savoir que même si ce sont 3 régions, en Île-de-France notamment, ce n'est que le 77 et le 91 qui sont concernés, enfin qui sont dans le protocole. Centre-Val-de-Loire, il me semble que c'est l'ensemble des départements. Si pas dit. Non, il y en a 4 sur 6, pardon. Et Hauts-de-France, en revanche, 2 sur 3. Voilà. Donc tous les territoires ne sont pas 2 sur 4. Oui, ne sont pas forcément intégrés à l'expérimentation. Ça reste une expérimentation sur un périmètre donné. Mais donc, tout de même, 8 départements impliqués. Nous avons une équipe de choc de 5 référentes régionales qui donc travaillent avec les coporteuses et moi-même en interface avec les futures équipes à ce jour, mais équipes bientôt, pluridisciplinaires sur le terrain. Et donc, une dans les Hauts-de-France, une en Île-de-France et 3 dans le centre Val-de-Loire, du fait de la répartition territoriale et de l'éclatement un peu plus territorial, enfin, de la superficie. Et enfin, GPSO, ce sont en tout, si vous suivez l'ensemble du parcours, 6 bilans, en tout cas 6 consultations de bilan. Minimum 8 ateliers en groupe ou en individuel, on le verra, et 2 ans minimum de suivi patient. Depuis l'autorisation le 1er mars 2021, donc l'autorisation et la parution au journal officiel de GPS obésité, nous avons donc organisé un copil régional, vous avez eu cette magnifique photo avec des Legos et un nounours, 14 comités opérationnels, donc des comités de l'équipe, 38 ateliers spécifiques, donc c'est un peu de travail, ça c'est uniquement depuis le mois de mars, et enfin une soirée de lancement où nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, on a décidé de commencer par vous présenter les acteurs du parcours GPS obésité avant de présenter le parcours, puisque à force maintenant, on commence à être un peu habitué à le présenter, et on s'est rendu compte que c'était important d'axer ça sur les acteurs, puisque c'est de fait les parties prenantes. Et donc, on voulait commencer par vous présenter ce qui est aussi fondamental au cœur du projet de GPSO, c'est le fameux maillage territorial, et qui représente aussi l'organisation globale des acteurs de GPS obésité entre eux. Alors, pourquoi un maillage territorial? Le maillage territorial, il vise à faciliter donc, le repérage précoce des patients, ce que je vous disais, la sensibilisation à l'obésité des professionnels du territoire. C'est un des objectifs aussi, alors un des sous-objectifs, mais quand même un objectif majeur de GPS obésité, que les professionnels de premier recours soient enfin de plus en plus sensibilisés à la problématique de l'obésité. Et à faciliter donc l'orientation vers les structures du maillage territorial, que ce soit des structures de premier recours et pour des patients qui ne seraient pas qui ne rentreraient pas dans les conditions d'inclusion ou pour d'autres raisons, vers évidemment tout l'existant de droit commun ou à la charge du patient. Vous avez à droite donc ce schéma où on a essayé de représenter les grands pôles en fait, qui structurent ce maillage territorial. Vous avez sur la partie droite évidemment toutes les structures sanitaires, donc les CPTS, donc les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, si je ne dis pas de bêtises, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres spécialisés d'obésité, évidemment, donc, dans les hôpitaux, mais qui ont aussi des missions sur le territoire, et les dispositifs d'accompagnement, d'appui à la coordination, merci, les DAC, qui coordonnent les cas complexes, l'obésité étant souvent un des... c'est déjà, me semble-t-il, la maladie chronique qui porte le plus de comorbidité et qui est donc souvent dans les prises en charge de parcours complexes. Vous avez évidemment toutes les structures sociales, donc alors on va dire socio-médicales, avec les CMS, les CCAS, les PTA, etc. Les structures associatives, donc les associations de patients, et c'est important de les embarquer dans ce projet, et même les patients en tant que tels, et les associations locales, quelles qu'elles soient, y compris les associations sociales. Vous avez enfin cette organisation donc, qui est faite, qu'on vous a représentée en verticale sur la gauche, donc qui est au contact de tout ça, qui part du patient, donc évidemment le patient au cœur de la prise en charge,
au contact de son référent de parcours. On reviendra sur ce rôle, en lien avec son médecin traitant et pris en charge par l'équipe pluriprofessionnelle de GPSO, le médecin traitant pouvant être membre de cette équipe pluriprofessionnelle ou simplement rester dans son rôle de médecin traitant et être mis simplement au courant des prises en charge qui sont proposées. Au-dessus, l'étage au-dessus, vous avez l'étage de la coordination régionale, donc les 5 coordinatrices que j'évoquais tout à l'heure, qui sont rattachées donc aux structures coporteuses, que sont donc Resto, Gresmo et le CSO et CHR d'Orléans. Et enfin, moi-même, non pas que je chapeaute tout le monde, mais en termes de remontée d'informations, ça remonte jusqu'à moi. En tout cas, sur les informations de procès, ce n'est pas sur les informations patients, évidemment. Alors, les acteurs du parcours, étape par étape. Sur le repérage, ce sont tous les professionnels de santé, que ce soit les médecins de soins primaires, ainsi que tous les autres professionnels, du pharmacien à la sage-femme. La volonté derrière GPSO, c'est que on espère que ça puisse devenir, et ça commence à l'être, on voit ça commence à frémir, que ça puisse être reconnu, connu par les professionnels, d'ailleurs pas que de premier recours, aussi hospitaliers. On a eu des exemples notamment dans le Hauts-de-France pour de l'adressage, pour de l'orientation vers une prise en charge de ville pour ces typologies-là de patientèle. Le repérage, ça peut être évidemment les associations de patients, d'aide aux personnes en difficulté sociale, etc., etc. Ça peut être les travailleurs sociaux et on espère au travers de ce projet de pouvoir les impliquer fortement dans ce dispositif. L'obésité étant malheureusement toujours un marqueur d'inégalité sociale, donc c'est un canal d'inclusion qui est potentiellement assez fort. Et pourquoi pas les bilans de santé, évidemment, des caisses primaires d'assurance maladie. Dans l'orientation et la motivation, ça va être le médecin de soins primaires. Donc, on va reparler du rôle du médecin de soins primaires et de l'importance qu'il soit formé, en tout cas alerte à la prise en charge de l'obésité et l'abord de la personne en situation d'obésité, qui est un peu particulier, qui n'est pas forcément ancré dans les pratiques et dans les logiques, en tout cas d'ordonnance, etc., assez descendantes généralement de la médecine. Et l'équipe pluriprofessionnelle, donc l'équipe généralement qui constitue une EMSP, un CMS, etc., qui est autour du patient. Donc le but, c'est d'avoir, pourquoi pas, part de la consultation traditionnelle de droit commun, cette fois-ci, un canal aussi d'inclusion dans les patientèles. Et on commence à l'observer dans les premières équipes qui intègrent GPS obésité. Les acteurs de la prise en charge, on va revenir aussi, mais c'est évidemment le médecin traitant, l'équipe pluriprofessionnelle, je vais y revenir, le médecin nutritionniste s'il a rencontré, donc pourquoi pas hospitalier ou libéral, même si c'est un peu plus rare, les spécialistes et autres paramédicaux et les établissements de santé. Enfin, de l'accompagnement à long terme, toujours le médecin traitant et le référent de parcours GPS obésité qu'on espère toujours au contact, en proximité avec les patients. Et enfin, le milieu associatif et social et la communauté de patients GPS obésité. Il nous paraît vraiment, on souhaiterait vraiment pouvoir réussir à développer ces communautés de patients dans l'engagement, puisque l'expérience montre au travers des expériences, notamment des structures de nos coporteuses, que c'est un facteur vraiment d'amélioration dans la condition de vie du patient. Alors, petit focus, petit zoom pour préciser sur qui sont les acteurs de la prise en charge. Je vous les ai balayés rapidement, mais c'est pour avoir une idée un peu plus claire de qui peut finalement participer à GPSO comme acteur de la prise en charge. Ça peut être des professionnels exerçant dans le public ou le privé, en libéral ou en salarié. Donc, il n'y a pas de différenciation à ce niveau-là. L'exercice peut être isolé ou regroupé avec d'autres professionnels, en MSP, en SCMS, etc., ou dans une association. Mais ça doit intervenir par l'intermédiaire d'une structure concentratrice ou d'une structure expérimentatrice en fonction du vocabulaire, c'est-à-dire que l'équipe GPSO, vous le verrez, alors parle avec tout le monde, mais sur les différents flux, notamment financiers, s'adresse pour l'instant, on verra ensuite dans les années à venir, mais pour l'instant exclusivement à des structures expérimentatrices qui elles-mêmes ensuite reventilent aux équipes. Ces professionnels doivent être formés à l'abord de la personne obèse et à la posture de l'éducation thérapeutique. Donc, on demande à ces équipes de réunir d'avoir au moins une personne formée à l'éducation thérapeutique du patient au format 40 heures par équipe, donc au moins une.
on est en train, il est en construction, de développer, il va arriver bientôt, un programme de sensibilisation GPS obésité en e-learning pour au moins avoir les éléments de base de l'abord de la personne en situation d'obésité et de la relation de confiance à établir avec la personne en situation d'obésité. Un programme de formation ensuite est également en construction, GPS obésité, donc cette fois-ci sur un format, on va dire blended, comme on dirait dans l'univers de la formation, c'est-à-dire présentiel et e-learning, qui sera indispensable aux médecins et accessible à tous, et également en construction. Et d'ici là, pour les médecins qui ne seraient pas encore, puisque c'est indispensable pour les médecins qui souhaitent intégrer les équipes, qui ne seraient pas encore formés, on vous propose un fast track, comme on dirait à l'hôpital, c'est-à-dire une formation rapide proposée par Bonnie Cromont ici même, en visioconférence, pour, à minima, avoir les éléments de base de la prise en charge des personnes en situation d'obésité quand vous êtes médecin, voire pour l'ensemble de l'équipe. Et vous avez évidemment toutes les formations qui sont proposées par les centres spécialisés d'obésité, etc., au cas où, mais on peut aussi vous proposer ce type de formation-là en plus. Alors, focus plus précis sur l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe minimale qui doit constituer cette équipe pluridisciplinaire doit être constituée donc d'un ou une médecin formé à l'obésité, c'est ce que je vous disais, donc dans l'équipe. On parle pas il y a le médecin traitant, toujours évidemment, le patient ne change pas de médecin traitant, mais dans l'équipe, le médecin qui réalise notamment les bilans, qui participe au RCP, etc., doit être formé à l'obésité, au départ, comme je le disais, plutôt en fast track, mais ensuite sur une formation un peu plus adaptée. À minima, d'un ou une diététicien, diététicienne, avec, alors on ne vous a pas mis tout le détail, mais avec des typologies de diplômes, un profil qu'on pourra vous transmettre si nécessaire, un ou une psychologue clinicien, clinicienne, et un enseignant ou une enseignante d'activité physique adaptée, et ou un ou une kinésithérapeute. Donc ça, c'est l'équipe minimale de GPSO. Sans ces 4 profils-là, enfin 4,5, il n'est pas possible de monter une équipe. La coordination doit être assurée, donc la coordination de parcours, là on parle bien de la coordination de parcours, doit être assurée par un ou plusieurs référents de parcours qui sont des membres de l'équipe motivés et disponibles pour les patients. Donc dans cette équipe, ou en tout cas dans l'équipe de la maison de santé ou dans l'équipe du CMS, etc., qui participent au parcours, vous devez avoir un ou plusieurs référents de parcours. Parfois, il n'y en a qu'un. Nous, notre recommandation, c'est d'en avoir plutôt 2 qui peuvent se relayer quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes en maladie, ou ce genre de choses, pour accompagner le patient. Encore une fois, un des éléments fondamentaux et différenciants de GPSO, c'est le fait de se dire que cette coordination est financée. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut que l'équipe, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, intervienne par l'intermédiaire d'une structure expérimentatrice concentratrice, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tout type de profil, salariés, libéraux, etc. Mais il faut que tous ces professionnels passent par l'intermédiaire d'une structure qui peut soit travailler avec les professionnels qui sont déjà dans la structure ou avec des professionnels libéraux qui sont à l'extérieur. Donc, le projet n'est pas fermé, évidemment, aux professionnels libéraux qui pourraient être indépendants d'une MSP ou indépendants d'une autre structure. Vous avez d'autres profils qui sont possibles en complément, infirmiers, infirmières, enfin, IDE, assistante sociale, éducateur spécialisé, pédicure podologue, etc., qui peuvent venir se surajouter en complément à l'équipe et on verra tout à l'heure dans quelle modalité. Enfin, et c'est un élément fondamental pour pouvoir participer à GPS obésité, il faut que vous ayez, que chaque professionnel et chaque structure, donc du coup, par exemple pour une MSP, la CISA, s'engage et donc est signé une convention avec Grespo, qui est la structure porteuse d'un point de vue administratif et financier du projet. Donc, il faut que chacun des professionnels qui va intervenir puisse signer cette convention. Petit focus aussi sur les coordinatrices régionales et l'équipe projet. Donc, si vous vous souvenez bien, on commençait d'abord par le patient, vous avez ensuite le référent et l'équipe que je viens de vous détailler, pluriprofessionnelle, et puis ensuite au niveau régional, et parfois départemental, notamment au Centre Val-de-Loire, vous avez une autre coordination qui est assez classique finalement dans des coordinations ETP et qu'on retrouve un peu dans GPSO aussi. Vous avez donc au moins une coordinatrice, alors je dis coordinatrice parce qu'il s'avère que ce ne sont que des femmes, par région.
ces coordinatrices sont chargées d'identifier et d'accompagner les équipes pluridisciplinaires. Donc, c'est charge à ces personnes d'aller effectivement identifier les structures, les professionnels, etc., qui souhaiteraient intégrer le protocole GPSO. Donc, tout professionnel ou tout professionnel représentant d'une structure ou dans son exercice libéral peut contacter ces coordinatrices par l'intermédiaire d'une adresse que je vous donnerai tout à l'heure, y compris s'il est seul ou si il ou elle est seule, pour éventuellement intégrer ce protocole. Et dans ce cas-là, on fera le travail de rapprochement avec des structures existantes où on l'accompagnera pour monter des équipes pour se rapprocher. Ces coordinatrices sont en appui des référentes de parcours dans leurs différentes missions et notamment dans la transmission des différentes données qui peuvent parfois être à caractère sensible. Et voilà, pour tout cet accompagnement des données qui nous permettent de faire que cette expérimentation existe et notamment les données de facturation qui permettent d'avoir le paiement derrière, mais aussi l'évaluation, le contrôle, etc., tout ce qu'il peut y avoir derrière. Enfin, ces coordinatrices assurent le lien entre les équipes pluridisciplinaires entre elles sur un territoire, puisqu'il peut y avoir, pourquoi pas, des liens à créer, avec les coporteuses du projet ici présentes, et le cas échéant, avec l'équipe projet, donc représentée par Iti et moi-même, et où toutes les équipes type comptable, etc., en cas de nécessité. Donc l'équipe projet, enfin, donc c'est une équipe interrégionale qui accompagne les coordinatrices régionales dans le déploiement et la gestion du projet. On travaille au contact avec elles, qui assure donc la relation avec les coporteuses, les institutions, les équipes de la structure et les équipes de la structure support, pardon, donc Gresmo, et notamment, comme je vous le disais, tout ce qui est équipe comptable, etc., pour ces questions administratives et financières. Alors, enfin, le parcours GPS obésité. Alors, tout d'abord, quels sont les patients qui peuvent intégrer le parcours GPS obésité? Ils sont forcément adultes, donc plus de 18 ans. Ils sont soit en situation d'obésité, donc sur les 3 modalités d'obésité, modérée, de modéré à, le terme m'échappe aussi, sévère et morbide. Voilà. Plutôt, je crois, sur des obésités, puisque sinon après ils sont éligibles à d'autres prises en charge, donc plutôt sur des obésités modérées, ou plutôt, c'est difficile d'être les deux à la fois, ils sont dans une IMC entre 25 et 30, donc plutôt en surpoids. Donc là, ça concerne encore une fois beaucoup de monde, avec une prise de poids récente ou rapide, c'est-à-dire je crois que c'est 10% sur les 3 à 6 derniers mois, et ou des comorbidités. D'accord ? Donc ça concerne finalement beaucoup de monde. Au doigt mouillé, je pense 30 à 40% de la population, tranquillement. Et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est des patients qui doivent être motivés. Je pense que les personnes qui ont déjà travaillé en éducation thérapeutique le savent, la motivation du patient, l'engagement du patient est une des conditions de réussite. Et donc, ça fait partie du rôle du référent de parcours d'évaluer sur un pré-repérage, une pré-inclusion, cette motivation. Quelques critères d'exclusion, des personnes déjà engagées dans un parcours bariatrique, de l'obésité syndromique et des personnes qui, malheureusement, ne parleraient pas français pour les raisons que je vous laisse imaginer dans le groupe, etc., et toutes les problématiques que ça peut causer. Auquel cas, en fonction de l'ensemble de ces critères, il est évidemment possible, il sera de manière même, je pense, sur peut-être une bonne partie des patients, si ce n'est la majorité, prévu d'avoir des réorientations des patients vers les structures adaptées, soit sur une prise en charge de droit commun, soit sur des prises en charge autres. Alors, la vue d'ensemble du parcours, donc c'est un parcours qui se découpe en 4 étapes et qu'on a essayé de vous ventiler un peu dans le temps. D'abord, une étape de repérage et d'adressage, donc qui arrive en amont de l'inclusion et qu'on recommande de faire, parce que ce parcours se fait sur cycle, sur différents cycles, qu'on recommande de faire sur une période de 1 à 2 mois, peut-être un peu plus, ça va finir par s'étaler, mais en tout cas, d'y travailler au moins pendant 1 à 2 mois. Il s'agit donc d'aller dans le maillage territorial, et donc c'est le travail notamment de la référente de parcours, référent ou référente de parcours, de faire le lien avec les structures qui pourraient adresser les patients, alors, soit directement par exemple dans la MSP, dans le CMS, mais aussi pourquoi pas avec des associations de quartier, avec des centres sociaux, etc., qui pourraient adresser des patients. D'évaluer l'éligibilité de ces patients au dispositif, notamment sur les critères que je vous ai évoqués tout à l'heure, et donc de faire une pré-inclusion, et puis ensuite de préparer le patient à l'inclusion.
Donc, deuxième étape, l'évaluation initiale qui, elle, donc, prévoit l'inclusion et qui engage le premier forfait qui comprend donc, le bilan médical et éducatif du patient. On verra le détail tout à l'heure. Là, pareil, une recommandation, celle-ci est peut-être un poil plus ferme que la première, c'est que ça ne s'étale pas trop non plus, puisque vous avez des effets de groupe à mettre en œuvre. Pour les personnes qui ont fait l'éducation thérapeutique en groupe, savent de quoi je parle aussi. Et aussi et surtout, vous avez une RCP à mettre en place à un moment donné avant un groupe. Et il faut donc pouvoir avoir un flot de patients relativement continu. Et évidemment, on est là pour les structures qui souhaiteraient intégrer le dispositif pour vous aider si vous ne la maîtrisez pas encore, à acquérir cette logistique, cette logique et à la mettre en œuvre. Et donc, un plan d'action qui est proposé aux patients, donc au terme de ces différents bilans, en fait, ces deux bilans, médicaux et éducatifs initiaux, et de la RCP, si nécessaire. Là, on rentre dans l'étape 3 du parcours qui doit s'étaler, quant à elle, de 3 à 4 mois à peu près. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme de 8 ateliers en collectif et de 7 consultations en individuel plus un bilan derrière, qui doivent avoir un rythme d'à peu près une occurrence par semaine, avec modulo évidemment, les vacances scolaires, ce genre de choses. Mais pareil, il faut rentrer dans ce rythme-là et pas étaler cette prise en charge sur 6 mois, 1 an, ce n'est pas du tout le but. Deux modalités possibles. Pour, si je ne dis pas de bêtises, 80% des patients, c'est un accompagnement éducationnel de groupe. Donc, c'est 80% des patients qui, encore une fois, au terme du plan d'action, sont éligibles à GPSO et au groupe. Certains patients pourront être réorientés à la suite des bilans vers l'extérieur, pourquoi pas, on espère le moins possible, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une mauvaise sélection en pré-inclusion. Et donc, la majorité ira vers l'accompagnement éducationnel de groupe. Et puis, pour certains patients, sur des critères qui sont déterminés dans le protocole, un accompagnement individuel, avec une particularité, c'est que vous pouvez, a priori, faire 2 tours de terrain, si tu m'exprimes ainsi, enfin un tour. C'est-à-dire que vous pouvez repartir dans une boucle. C'est-à-dire que le patient peut d'abord faire un accompagnement éducationnel de groupe, et si au terme de cet accompagnement éducationnel de groupe, sur le bilan, on se rend compte qu'il y a besoin d'un renforcement, par exemple, il peut re-rentrer dans un cas sur 10 dans du renforcement. Inversement, vous pouvez rentrer directement dans l'accompagnement individuel, et pourquoi pas ensuite aller vers du groupe, voire de l'individuel, puis un renforcement de l'individuel. D'accord ? En revanche, ce qui n'est pas possible, c'est la seule hypothèse qui n'est pas possible, c'est du groupe, puis du groupe. OK. Au terme de ça, on rentre dans la phase d'orientation et de suivi. Donc là, vous verrez qu'on a une prise en charge, enfin un suivi qui se fait d'abord au terme d'un bilan éducationnel qui se fait en sortie de parcours éducationnel, puis un suivi médical qui est, si je ne dis pas de bêtises, 3 à 6 mois sur le premier bilan, juste après la fin du parcours, 1 an et 2 ans après l'inclusion dans le parcours. D'accord ? Donc, c'est un suivi qui dure au moins 2 ans, puisque vous pouvez faire, encore une fois, 2 fois le tour du parcours éducatif. Et ensuite, une réorientation vers des structures de maillage territorial et pourquoi pas, on l'espère, des groupes de patients. Vous voyez en dessous, et je vais vous le détailler, que ça engage 3 forfaits, donc forfait de financement, un forfait bilan qui est scindé en 2, qui va commencer à l'inclusion et qui va se terminer au bilan médical final. Donc, il va commencer au bilan initial éducatif ou médical. Il va se clôturer 2 ans après au bilan médical final. Et qui va donc enserrer deux autres forfaits, un qui est de groupe, forfait éducatif de groupe, et un forfait éducatif individuel. OK, je vais vous les détailler. Alors, petit focus sur le programme éducatif de groupe, puisqu'on nous a souvent posé la question. Donc, première chose, ce sont des groupes fermés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inclusion de nouveaux patients après le démarrage du programme de groupe. D'où les besoins de logistique en amont pour pouvoir inclure. On ne peut pas inclure des patients au fil de l'eau. Il faut former un groupe et inclure tous les patients d'un coup. On a 3 à 4 mois, comme je disais, pour réaliser l'ensemble des ateliers, à peu près 1 par semaine recommandé. Il y a une possibilité de co-animation. Cette possibilité, vous allez voir qu'elle est modulable en fait, en fonction du nombre de personnes que vous pouvez mettre dans le groupe. Ce groupe, par définition, peut contenir
minimum 2 personnes, mais alors là, vous serez vraiment en dessous des taux généralement pratiqués sur le marché, et jusqu'à 15 personnes. D'accord? Maximum 15 personnes, on a oublié de le préciser. Et a priori, ce qu'on commence à observer dans les premières structures qui vont intégrer, c'est qu'ils souhaitent intégrer entre 9, 10, 11 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit se passer en dehors des locaux hospitaliers et en proximité. Donc, les groupes doivent se passer en ville. C'est pas négociable. C'est le principe de GPS obésité. Sinon, on rentrerait dans les dispositifs traditionnels de prise en charge, d'hospitalisation de jour, etc. 8 ateliers qui sont proposés. Je vous laisse les découvrir, dans quel choisir et pourquoi. Alors, vous pouvez, donc, ils peuvent être faits dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas un ordre qui est prédéfini. Quels aliments choisir? 2 séances d'activité physique adaptée proposées. Organisation de la journée d'alimentation et gestion des envies de manger. Gestion des envies de manger suite et séance de dégustation. Lecture d'étiquettes et enfin image de soi, de son corps, regard des autres, apprendre à se voir différemment et à s'accepter, à s'aimer. Alors, on ne l'a pas précisé, mais je vais quand même le préciser parce qu'on nous a souvent posé la question. Pour l'accompagnement individuel, il s'agit de 7 séances qui sont, à la suite de la RCP, ventilées au choix de l'équipe entre les professionnels para- et périmédicaux de l'équipe. Je m'explique, ça peut être 7 séances de diététique ou 7 séances type avec le psychologue ou 7 séances avec le APA, l'enseignant d'activité physique adaptée, ou 3, 3 et 1, etc., etc. Tout ça est décidé en RCP en fonction des besoins du patient. Alors, le financement de GPS obésité. Les principes généraux, comme je vous le disais, il est dérogatoire du droit commun. Ce qui sous-entend que quand il y a un bilan qui est réalisé, qui est un bilan qui peut être par exemple, qui pour le bilan initial médical et final médical qui est en consultation longue, il n'y a pas de double facturation avec la carte vitale. D'accord. Le forfait est par patient, et ça c'est vraiment fondamental de l'entendre et de le comprendre, parce que pour le coup c'est un élément extrêmement différenciant avec les pratiques de l'ETP. Le forfait est par patient et sans reste à charge. C'est-à-dire que la prise en charge est à 100% pour le patient, et donc il n'y a pas d'intervention de tiers, y compris du patient, dans le financement du parcours, et y compris des complémentaires santé. On ne participe pas au financement. Comme je vous le disais, il est versé à la structure de l'équipe expérimentatrice conventionnée, donc MSP, CMS, association, en 2 fois à chaque fois. Donc chaque forfait est toujours versé en 2 fois. Vous avez le forfait bilan qui va être versé à l'intégration du patient dans le parcours, puis ensuite à la clôture. De la même manière pour le groupe et pour l'individuel. Ce sont 3 forfaits différents. D'accord ? Le forfait est ouvert à l'inclusion du patient. Donc, dès que le patient est inclus, c'est-à-dire qu'il fait son premier bilan initial médical ou bilan médical éducatif, ou son premier atelier, ou son premier atelier, atelier collectif ou atelier individuel, ça ouvre le forfait, pardon, et c'est clôturé à la sortie, c'est-à-dire au dernier atelier ou au dernier bilan. Alors, les forfaits. Le premier forfait, c'est le forfait bilan. C'est un forfait qui a donc 325 € par patient. Donc, encore une fois, il faut le garder en tête. C'est peut-être moins marquant sur le forfait bilan, encore que vous avez 125 € de coordination et 18 € de frais qui sont potentiellement partagés aussi entre les professionnels. Les frais, c'est assez évident. La coordination, ça peut être par exemple si vous avez 2 référentes de parcours, ce qui peut être le cas dans certaines configurations, ou évidemment sur les RCP. Donc, ce forfait porte notamment les RCP, et donc le budget de la RCP par patient va être reventilé entre les professionnels. D'accord ? Le bilan, c'est donc un bilan médical initial qui est une consultation longue, comme je vous le disais, un bilan éducatif initial, 2 bilans médicaux de suivi, que je vous décris tout à l'heure, et un bilan médical final. Donc, tout ça est étalé sur plus de 2 ans. La coordination de parcours de référent de proximité, la RCP et les frais de déplacement et ou de connexion s'il y a des interventions digitales au milieu. Les forfaits éducatifs. Donc, les forfaits éducatifs, vous en avez 2 types, évidemment. Forfait éducation de groupe, là, ce sont 272 € aussi par patient. Ce qui veut dire que chaque patient, pour réaliser les 8 ateliers, déclenchera un forfait de 272 €. Donc, vous divisez par 8 ateliers,
Vous divisez par le nombre de professionnels, vous multipliez par le nombre de patients, et vous avez sur des ateliers qui doivent durer 2 heures à 2 heures et demie, les taux horaires à peu près. Ça peut, voilà. Et donc, il y a une variation de fait qui est induite par le nombre de patients dans le groupe et le nombre de professionnels qui animent. Donc, c'est là où ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction du nombre de patients que vous mettez dans un groupe, vous pouvez plus facilement co-animer, voire même tri-animer, même dans certains cas, sur des groupes de 15 personnes. Donc, 8 séances qu'on vous a décrites tout à l'heure en équipe pluriprofessionnelle, un bilan éducatif final, fait a priori par le référent de proximité, mais qui peut être délégué à un membre de l'équipe, et de la coordination de parcours qui est à hauteur de 88 €, inclus dans le forfait, pour le groupe. Donc 88 € par patient, toujours la même logique. Le forfait éducation individuelle, lui, c'est 373 €, dont 53 € de coordination. Là, vous avez 7 consultations qui sont uniquement des consultations para- et périmédicales, comme je vous le disais tout à l'heure, donc il n'y a pas de consultation médicale, en tout cas au sens proposé par un médecin, puisque s'il y a potentiellement un kiné, je crois qu'il a un statut médical, si je ne dis pas de bêtises, ou paramédical, non, alors je dis une bêtise. J'ai dit une bêtise. C'est uniquement les sages-femmes et les dentistes. Et un bilan. Et donc des frais de coordination de parcours à hauteur de 53 € pour organiser tout ça. Alors, on arrive au terme de la... je suis pile, je crois, dans le... et maintenant, alors voilà, c'est une présentation. Alors, il y a évidemment un certain nombre de quelques milliers d'informations potentielles supplémentaires. On a essayé de survoler tout ça pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et maintenant, pourquoi cette soirée aujourd'hui? Puisque à partir de demain, c'est le lancement des premières inclusions. Et donc, ce sont les premières équipes, les premières équipes parmi les 31 futures équipes de GPS obésité qui vont débuter. Et donc, cette soirée de lancement avait vocation à fêter ce moment important de lancement, enfin, de ce projet, et avec toute l'ambition qu'il y a derrière, encore une fois, d'accompagner ces personnes et de faire passer ça dans le droit commun. Et aussi, donc les premières équipes dans les starting blocks, mais aussi de commencer à identifier les prochaines équipes qui vont pouvoir participer, on l'espère, à ce projet sur les 3 territoires. Les inclusions vont s'étaler sur 3 années, à compter en gros de fin 2021, début 2022. Les inclusions vont s'étaler sur 3 années et les équipes il va y avoir une montée en charge des équipes au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus d'équipes qui vont être incluses pour arriver, je crois, en milieu ou en début de 2e année à peu près, aux 31 équipes. Et puis ensuite, ça va décroître de fait pour finaliser le projet donc dans 5 ans. Une fois quand les patients finiront leur parcours. Vous avez ici les 3 adresses pour contacter chacune des régions. Donc, CVL pour Centre-Val de Loire @GPS Obésité, IDF pour Île-de-France @gpsobésité.fr et HDF donc Hauts-de-France @gpsobésité.fr. Ces mails arrivent systématiquement dans les boîtes des coporteuses concernées, des référentes régionales concernées et de l'équipe projet. Voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un au bout du fil, si jamais. Voilà, écoutez, je vous remercie. On arrive donc au terme de la présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été posées dans le chat. Et sinon, je vous propose qu'on commence, parce qu'on a eu des questions qui nous ont été posées. Donc, on avait adressé un mail sur les questions qui nous avaient été posées donc à distance, auxquelles on va tâcher de répondre. Et puis ensuite, s'il y a des questions dans le public ou dans le chat, n'hésitez pas à soit nous demander la parole dans le public, soit à les inscrire dans le chat pour les personnes qui seraient à distance. Et éventuellement, on vous donnera la parole aussi, si nécessaire. Alors, j'y ai en partie répondu, mais dans quelles conditions peut-on intégrer le parcours individuel et est-il cumulable avec un parcours de groupe? C'est une question qui nous a été posée par mail. Est-ce que peut-être, Monique, je te laisse répondre? Oui, alors le parcours individuel, il est réservé quelque part parce qu'effectivement, le groupe, c'est quand même un plus pour les patients, ça leur permet de se socialiser, c'est un groupe fermé, c'est souvent un plus. Donc, le parcours individuel, c'est pour les patients qui ne vont pas pouvoir bénéficier du parcours de groupe,
soit parce qu'ils ont, par exemple, des phobies sociales, ils ne supportent pas le groupe, soit parce qu'ils ont des horaires très, très difficiles, donc ils ne peuvent pas avoir un groupe régulier. C'est en gros la contre-indication du parcours de groupe pour le parcours individuel initial. Mais ça peut être aussi un renforcement du parcours de groupe. On peut s'apercevoir au cours du groupe qu'un patient va avoir besoin d'un peu plus de soutien psychologique en individuel ou d'un soutien pour l'activité physique en individuel. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les parcours de renforcement. Donc, majorité, c'est groupe. L'individuel, bah, c'est quand le groupe ne peut pas être proposé pour différentes raisons ou parce que vraiment le patient est en grande difficulté. Ça peut être un patient qui va avoir besoin au départ d'un soutien psychologique initial et pourra aller dans un deuxième temps vers le groupe. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monique. Mesdames, vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Ok. Je crois qu'il y avait une deuxième question qui nous avait été posée en amont. Alors, que propose GPS Obésité afin de mettre plus facilement en relation les patients et les équipes, et les professionnels de santé et paramédicaux du territoire? Est-ce que vous voulez répondre, Jocelyne, Céline? Lance-toi. Je peux t'aider si tu veux. Oui. Donc, on travaille aussi beaucoup sur la communication, notamment pour mettre en relation les professionnels entre eux. Oh, décidément, voilà. Merci. Donc, on a toute une partie effectivement de communication. On va communiquer sur le projet au travers de sites internet, donc qui pourront permettre de faire connaître un petit peu le projet, les équipes. Notamment santé.fr. Oui, notamment santé.fr, hein, on espère. Donc ça devrait permettre quand même de faire connaître le projet et puis éventuellement les équipes aussi, hein, peut-être à Google Maps ou voilà, pour localiser un petit peu plus facilement les équipes. Et puis après, c'est le travail effectivement des coordinatrices régionales. Elles vont aussi mettre en relation les professionnels entre eux. Et permettre aussi de rediriger les patients vers les équipes de proximité adaptées. Autre chose. Alors, je ne sais pas si Jocelyne, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ou... Effectivement, qui va être fait par, je dirais, le coporteur et puis le référent de parcours et puis le coordinateur régional, je dirais, au niveau du terrain, au niveau de ces acteurs médico-sociaux, au niveau de ces acteurs de quartier, au niveau des acteurs de la collectivité territoriale. Et c'est là où on va prendre certainement une action importante en termes d'information, sensibilisation, je dirais même information de personnes particulièrement concernées par le problème de santé qui pourront faciliter le aller vers pour ces personnes concernées par l'obésité ou en prévention d'un problème d'obésité ou en difficulté par rapport à un problème de poids, aller vers, je dirais, une offre de soins la plus adaptée et en leur proximité. Donc, je crois que ça, c'est un gros travail et que j'espère que toute la communication et toute la sensibilisation et toute la formation qui sera faite à partir du travail qu'on est en train de mener effectivement dès maintenant, en co-construction bien sûr, avec les acteurs de terrain, pourra nous aider à, je dirais, faire que ce parcours de santé et obésité soit accessible pour tous et le plus précocement possible. Rajouter une chose, c'est aussi l'occasion pour le référent accompagné éventuellement du coordinateur régional de faire des réunions, et là on va être en présentiel, qui associent les acteurs de la santé et les acteurs du social au niveau d'un quartier. Et souvent ils ne se connaissent pas, et souvent ce type de réunion, ça les amène à se connaître et à avoir envie de travailler ensemble.
Ça va être pour l'obésité, mais ça pourra être peut-être pour d'autres choses. Pour les autres maladies chroniques, bien sûr. Et je me permets d'ajouter effectivement des premiers contacts qu'on a eus avec les premières équipes, qu'effectivement, il y a le rôle du référent de parcours qui, encore une fois, en plus, a son financement qui est prévu pour ça, hein, donc ce n'est pas du travail fait en dehors, au contraire. De faire le lien donc, avec toutes ces structures potentiellement adresseuses, mais aussi, le plus souvent, c'est ce qu'on a observé, avec les professionnels avec qui il a l'habitude de travailler au jour le jour et qui croisent de fait tous les jours des personnes en situation d'obésité qui déjà seraient, là, le cas on l'a eu il y a 2 jours, qui déjà seraient en attente et en demande d'une prise en charge. Voilà. Et effectivement, c'est aussi pour ça, et je pense que c'est une des missions, je ne sais pas si c'est un objectif, mais en tout cas une des missions de GPS Obésité, de sensibiliser ces équipes à l'obésité au travers donc des dispositifs de formation et de sensibilisation pour favoriser cette inclusion de patients. Voilà. Alors, je crois que c'était la dernière question qu'on avait en direct. Alors, il y a des questions en ligne, me semble-t-il. Donc, on va. Est-ce que tu peux donner la parole ou c'est des questions qui sont, elles sont écrites? Alors, je vais les lire. C'est parti. Alors, je ne vois pas grand-chose. Si. Alors, ma question porte sur le déclenchement des forfaits. Donc, c'est le CSO de Boulogne. Est-il versé en totalité, quelle que soit l'assiduité, car il y a souvent de l'absentéisme en ETP? Alors, c'est une question qui nous revient souvent. Qui souhaite répondre à cette question, Monique? Alors, effectivement, c'est une bonne question. D'abord, elle vient des Hauts-de-France, c'est normal. Mais le forfait est versé en totalité, même si la personne n'a pas assisté à tout le groupe. Mais il est évident que ici, l'objectif quand même des articles 51, c'est de passer dans le régime général. Et si on s'aperçoit qu'il y a des forfaits qui ont été versés en totalité pour des groupes où il y a eu beaucoup d'absentéisme, on va se dire que ce dispositif n'est pas très efficace. Mais je veux dire, j'ai pas beaucoup de soucis parce que justement, le fait qu'un groupe soit fermé, souvent, les gens y reviennent déjà pour se rencontrer entre eux. Et donc, il y a plus de… Et puis, on n'est pas à l'hôpital, on est dans la ville. Donc, les gens sont plus près de chez eux. L'absentéisme, c'est aussi les gens qui n'ont pas tellement envie de rentrer à nouveau dans des structures hospitalières. Donc, je pense que sur ces 2 points, c'est un groupe fermé. Les gens, petit à petit, lient des liens entre eux. Et deuxièmement, c'est situé plus près de chez eux et hors de l'hôpital. Ces 2 éléments vont faire qu'il y aura moins d'absentéisme. Et puis Monique, si je peux me permettre d'ajouter, il y a aussi tout le rôle du référent du parcours. En fait, ça fait partie de sa mission, effectivement, de susciter l'engagement et de susciter la motivation à la continuité pour assister à toutes ces activités éducatives. Donc justement, ce sera intéressant de voir si, avec tous ces éléments de renforcement de présence, si nous observons je dirais, une plus grande dynamique de ces ateliers éducatifs. Et puis, on compte aussi beaucoup, encore une fois, sur les partenaires, sur le maillage territorial, sur les acteurs médico-sociaux, sur les associations locales. Ah, bah écoute, tiens, tu n'es pas allé la semaine dernière, tu pourrais éventuellement y retourner. Et puis aussi sur ce qu'on appelle cette communauté de patients, où effectivement des patients qui vont se sentir avoir des envies de témoigner, avoir des envies de partager, et puis justement de trouver un voisin, une voisine, oh, bah tiens, si on allait ensemble, et se motiver ensemble pour pouvoir assister de façon régulière à ces ateliers. Je pense qu'il y a plusieurs leviers qui peuvent faciliter cette dynamique. Merci on va beaucoup. rassurer, les forfaits seront payés en entièreté. Oui, alors je me fais le porte-parole, je rebondis sur cette question, je me fais le porte-parole d'une question qui nous a été posée dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Et là, je m'adresse à l'équipe institutionnelle. On nous a posé une question intéressante, c'est-à-dire les professionnels entendaient le fait que les forfaits seraient versés quoi qu'il arrive, mais trouvaient ça dommage que ces forfaits ne soient pas potentiellement réutilisés pour d'autres patients.
Alors, est-ce que vous voulez répondre Est-ce qu'il y a des modulations ou des choses possibles ou non? Bonjour, donc Léa Stiver, PwC, j'accompagne la CNAM sur les projets article 51, notamment sur les conventions et donc tout ce qui est lié à la facturation. Et en effet, le but d'un forfait, c'est que dès lors qu'il est utilisé, il doit être dû, puisque le principe même d'un forfait, c'est que son intégralité est due quoi qu'il arrive. Donc malheureusement, si un patient abandonne le parcours au bout de quelques jours, comme il a déjà été inclus, tout le forfait sera versé quoi qu'il arrive. Mais après, ça force aussi peut-être les professionnels, les accompagnants, à être peut-être plus convaincants pour qu'ils restent dans le parcours, pour tout mettre en œuvre en tout cas, pour que le patient puisse suivre le parcours de bout en bout. Ça serait un peu trop compliqué de faire des comptes d'apothicaire Oui. ou alors il faudrait avoir un nombre d'ateliers et de faire des croix. Mais là, on n'est plus en mode forfait. C'était plus sur les forfaits bilans, en fait. La question était de se dire, il y a parfois des patients qui entrent, qui font un premier bilan, et là, il y en a encore 4 ou 5 derrière, et qui abandonnent, et donc toutes ces consultations-là seront perdues pour d'autres. J'entends les comptes d'apothicaire, parce que moi, quand on m'a dit ça, j'ai pensé à la comptabilité analytique tout de suite. Non, mais c'est ça. Je me suis dit, oh et après, on sort du principe du forfait de base. Ça, c'est par rapport à la partie financement et facturation. Par contre, il sera très important de recueillir et documenter tout ça parce qu'on est dans le cadre d'une expérimentation. On expérimente une nouvelle façon de financer qui est celui-là, avec ses avantages et inconvénients. Un des inconvénients, c'est évidemment celui que vous venez de dire. Mais par contre, on doit évaluer à la fin de l'expérimentation si cette façon de prendre en charge et cette façon de financer est réellement pertinent. Évidemment, pour ça, il faut que vous documentiez tout ce qui se passe. Donc, ça sera absolument nécessaire de savoir à la fin de l'expé et pendant aussi. Et c'est nécessaire ajuster au milieu parce que, comme vous le savez, toute expérimentation sera évaluée à la fin de l'expé, mais on aura 2 rapports d'évaluation. Un rapport intermédiaire à 18 mois, 2 ans, et un rapport à la fin de l'expérimentation qu'on va appeler rapport final. Et donc, c'est pour ça que je disais que peut-être, si on voit que c'est une catastrophe, on pourra réajuster à minima au milieu de l'expérimentation à l'occasion du rapport intermédiaire. Par contre, donc, je signale vraiment, j'appuie là-dessus, c'est très important de documenter tout ça parce que ça va nous intéresser si effectivement tous les patients suivent le parcours jusqu'à la fin, combien de patients sont perdus de vue, combien de patients font la moitié des séances, auquel cas, en cas de généralisation et voire même au milieu, comme je disais, on pourra réajuster les modalités. Ok, merci beaucoup. Okay. Et donc, pour rassurer les potentielles personnes qui souhaiteraient monter des équipes, cette évaluation et ce contrôle seront soutenus, en tout cas dans l'outillage et dans les processus par les référentes, par les coordinatrices régionales et l'équipe projet. Donc, on a déjà prévu un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas forcément les mêmes dans chaque région, mais qui permettent de répondre à ce besoin-là. Alors, il me semble qu'il y avait d'autres questions. Non, une autre question. Donc, Nadège Bodigov, qui est psychologue, qui nous dit bonsoir. Est-ce que les ateliers collectifs se feront uniquement en présentiel ou le distanciel peut-il se faire? Excellente question. Qui veut répondre? Monique, peut-être? Les patients préfèrent souvent le présentiel, mais l'actualité nous montre que parfois on doit faire du distanciel qui marche bien aussi, on l'a tous expérimenté. Donc, le distanciel
peut éventuellement se faire, soit parce que les circonstances sanitaires nous y forcent, soit parce qu'effectivement, on va peut-être pouvoir avoir des patients qui vont être un peu plus loin géographiquement, mais il faudra les accompagner à ce moment-là vers le distanciel. Parce que le distanciel, il y a une discrimination sociale à l'accès au distanciel, donc faire attention. Mais il peut se faire. Des questions dans le public. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante. Je me demandais pour les structures avec des professionnels salariés, est-ce que ce qui a été imaginé, c'est que les salariés fassent ça pendant leur temps de travail ou en plus de leur temps de travail? Est-ce que ça a été déjà réfléchi ou pas spécialement? Céline, tu veux répondre peut-être ? Oui, alors ça dépend de la structure en question, mais ça fait partie de leur temps de travail, j'imagine. Parce que c'est une MSP, par exemple, et que ce sont des personnes qui sont salariées par la MSP, ce dispositif rentrera dans leur temps de travail. En fait, le forfait est versé à la structure. Oui. Donc, je charge à la structure qui doit ensuite faire la clé de répartition, soit en reventilant ça sur les salaires des personnes sur un temps de travail, voilà, un taux horaire, soit sur les professionnels libéraux ou sur une activité libérale de professionnels salariés de la structure. Ce qui est le dernier cas possible. Parce qu'effectivement, la structure pourra verser une prestation à une personne qui est en libéral, donc en externe. Donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est la CISA qui va… C'est laissé à la discrétion de la structure. Oui. A priori. Merci, bonjour Chloé Nery, je suis médecin nutritionniste au SSR Obésité de Manès en fait j'en ai déjà parlé un petit peu avec Jocelyne, mais en fait je voulais savoir à peu près la place du SSR dans ce parcours, même si j'ai bien compris à peu près quel était notre rôle qui était plutôt, je pense, d'orienter des patients dans l'inclusion dans le cadre des projets GPSO. Nous, en tout cas, on fait de l'éducation thérapeutique, mais c'est de la prise en charge hospitalière. Ce n'est pas le même profil de patient. Et parfois, on a du mal à rediriger nos patients en ville par la suite. Donc, je pense que notre rôle va être probablement d'inclure des patients. Mais on a une équipe pluriprofessionnelle, hospitalière, qui fait de l'éducation thérapeutique en obésité. Et ça rejoint un petit peu la question précédente, mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du GPSO. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un financement pour faire ça au sein de notre structure hospitalière ou est-ce que ce n'est pas du tout le but? Et sinon, dans ce cas-là, si moi, je veux orienter des patients dans un parcours comme celui-ci, j'ai des patients qui sont en fin de parcours de leur programme ETP chez nous, pour qui j'ai du mal à trouver des professionnels sur le territoire pris en charge parce qu'on connaît la précarité des patients en situation d'obésité. Donc, dès demain, je pourrais proposer des patients à inclure et je voudrais savoir du coup, est-ce que j'écris au mail Île-de-France, GPS, obésité pour orienter des patients? Et si vous avez déjà, comme vous dites qu'il y a déjà des équipes composées, est-ce que vous pouvez nous dire où elles sont et qui c'est, comment on les retrouve là, à partir de demain? Alors, je vais laisser Monique répondre sur le premier volet, puis Johanna peut-être pour la suite. Oui, alors le SSR, nous, on a une équipe expérimentatrice qui va rentrer dans les Hauts-de-France, qui est un SSR, mais elle va travailler hors du SSR. Elle va travailler, c'est parce que sur ce territoire-là, il y a pour le moment pas encore assez de professionnels. Donc, eux, ils ont des professionnels évidemment formés à l'éducation thérapeutique, donc ils vont aller sur le territoire. Et voilà, ils commencent comme ça avec l'espoir que peut-être sur le territoire, ils formeront aussi d'autres équipes. Mais vous ne faites pas l'éducation dans le SSR. Le fameux hôpital hors les murs de Serpent-de-Mer. Alors, attendez, je vais juste vous demander. Donc la question, c'était si les personnes étaient rémunérées. C'est le même type de réponse que tout à l'heure. Hein. Et donc, pour l'Île-de-France et les… Oui, bonsoir. Pour répondre à la question, Chloé, en Île-de-France, pour l'instant, on a embarqué une première équipe qu'on a rencontrée il y a 2 jours, mardi, qui est à la maison de santé pluriprofessionnelle d'Épinay sous Sénart. Donc voilà, c'est la première équipe identifiée, mais l'idée, de toute façon, c'est de couvrir tout le territoire 91 et 77. Donc,
on aura toujours une réponse à apporter aux patients sur ces départements. Attention. Attention, on ne vous entend pas. Je disais que GPSO ne vient pas en complément de ce que vous faites. Là, les patients ont eu leur éducation. Donc, l'objectif, c'est maintenant de les lancer dans la vie. Hop. Peut-être qu'on n'aurait pas eu l'exploitation GPSO. C'est parce qu'on manque de professionnels de santé en France. C'est pour ça qu'on a mis en place le GPSO. À mon avis, après, je ne connais pas trop, je suis invitée un peu par Céline. Laurence Perrin, je suis référente nutrition à l'ARS Île-de-France. Je voulais savoir si dans l'évaluation, là on a parlé du côté patient, inclusion patient, il est prévu, j'imagine, une évaluation de process et puis de montée en compétence des acteurs du maillage territorial. Parce que ça aussi, c'est super intéressant pour justement développer l'offre en ville, avoir des professionnels formés et que du coup, le parcours soit aussi facilité localement. Donc, de bien valoriser ça dans l'évaluation de façon à ce qu'on puisse tabler dessus par la suite et que cette expérimentation puisse démontrer une meilleure inclusion au fur et à mesure que les professionnels sont sensibilisés et formés et avoir plus de parcours fléchés. Bien sûr. Est-ce que vous voulez répondre, Sun, peut-être? Oui, c'est prévu, comme vous savez, l'article 51 est un des objectifs majeurs, c'est l'innovation organisationnelle. Et donc, il est prévu dans le processus d'évaluation de regarder plus spécifiquement le process, comment la mise en œuvre s'est faite, comment les professionnels impliqués, selon le cahier des charges, sont véritablement impliqués, comment ils sont recrutés, comment ils sont fidélisés et comment cette organisation s'implémente de manière solide et pérenne. Donc, la première partie de l'évaluation que j'ai appelée tout à l'heure évaluation intermédiaire regarde justement cette partie de la mise en œuvre avec toute l'organisation qui va autour, la formation professionnelle, l'adhésion des professionnels et comment ils arrivent à travailler ensemble pour mettre en œuvre le parcours proposé. Merci beaucoup. Désolé, j'étais en train de... Voici. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public ou ici ou à distance, peut-être? Non? Eh bien, écoutez, si plus personne n'a de questions, je vous propose que l'on passe à l'apéritif pour ceux qui sont présents et qui souhaitent partager un verre avec l'équipe de GPS Obésité et les autres personnes présentes. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes à distance de votre présence. Vous étiez nombreux et nombreuses. Hein, là, vous êtes actuellement une trentaine, mais il me semble que vous étiez, c'est monté un peu plus haut tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Alors, simplement pour vous indiquer deux choses. La première, c'est que vous avez là, sur cette dernière diapositive, l'adresse générale du projet GPS Obésité, qui est info@gps-obésité.fr, qui arrive chez les coporteuses et chez l'équipe projet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous... Ah, c'est les gens qui remercient. Merci. Donc, n'hésitez pas à nous adresser un mail. On a un site internet assez simpliste, mais qui va bientôt arriver et qui, notamment, vous proposera une retransmission, un enregistrement de cette présentation du jour, ainsi que les différents documents qui ont été proposés, dont ce support.
et qui vous informera au fil de l'eau de toute l'actualité de GPS Obésité. Voilà, et donc vous dire enfin évidemment qu'on est très heureux d'avoir fait cette soirée de lancement avec vous tous, et nous sommes très heureux de boire un coup avec vous d'ici quelques secondes. Merci beaucoup, merci à tous et au revoir.